Au TEP la famille, alors je sors du cinéma il y a quelques heures là où j'étais allé voir le film The Woman King. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film et donc je vais en faire une réaction à chaud avec tous les souvenirs du film qui sont là présentés et autres. J'ai fait toute une prise de près de 30 minutes mais j'avais oublié d'allumer le micro. Donc il y a certainement des éléments que je vais oublier de repréciser, bah c'est comme ça, tant pis, dommage. Alors au moins cette fois-ci il a arrêté de pleuvoir parce que quand j'ai commencé il pleuvait encore et ça allait être encore difficile de retirer les bruits de la pluie. Bref, je vais devoir tout recommencer, donc excusez-moi si j'ai une certaine lassitude, on va dire ça comme ça, excusez-moi vraiment. On va commencer par 4 choses. La première chose, c'est que je vais vous lire le synopsis du film. Je suis devant la machine là. Je vais vous lire le synopsis du film. C'est même sur cet écran que je vais lire parce que l'autre écran... Je vais déjà vous lire le synopsis du film. Je vais faire 3 disclaimers par la suite. 3 points importants à souligner. Alors, vous êtes prêts? On commence. The Woman King synopsis. Dans les années 1800, un groupe de guerrières entièrement féminines protège le royaume africain du Dahomey avec des compétences et une férocité sans précédent dans le monde. Confronté à une nouvelle menace, le général Nanisca forme la prochaine génération de recrues pour lutter contre un ennemi étranger déterminé à détruire leur mode de vie. Voilà le synopsis du film. En gros, vous vous attendez à ce qu'on vous dise dans les années 1800, un groupe de guerrières qui se battent pour leur pays contre des étrangers. Je suis sûr que vous vous attendez à voir de réels étrangers. Ah non, vous êtes loin Vous n'êtes même pas à côté. Sauf si vous avez peut-être vu le teaser, mais là même le teaser ne spoil pas qui sont les ennemis. Donc déjà, voilà le synopsis. Vous avez bien suivi le synopsis. Et on va voir si c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, les 3 disclaimers sont les suivants. Dans le cahier, j'ai précisé 2-3 éléments à noter sur lesquels je reviendrai pour ne pas perdre le fil d'idée. C'est important de ne pas perdre le fil d'idée. Donc, si vous me voyez regarder de temps en temps, là, sachez que je regarde le cahier. Alors, premier point, le premier disclaimer que je ferai, c'est vous dire que je ne suis pas critique cinéma. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez aller voir et ce que vous ne devez pas aller voir. Moi-même, je suis allé regarder le film de Black Panther. Et j'avais kiffé le film de Black Panther avant de découvrir tout ce qu'il y avait comme message subliminal à l'intérieur. Alors, mon travail, ce n'est donc pas de vous dire si vous devez aller le voir ou si vous devez boycotter le film pour X ou Y raison. Non, pas du tout. C'est simplement de vous donner, disons, des lunettes. Vous donner un prisme par lequel vous devez voir le film et sur lesquels vous devez faire attention. Parce que dans ce film, dans ces films en général, il y a beaucoup de messages subliminaux, il y a beaucoup de symboles. Et on sait très bien que les symboles et les messages subliminaux ne sont pas là pour parler à notre conscient, mais à notre inconscient. Et mon travail, c'est donc de décrypter les messages subliminaux et certains symboles pour pouvoir vous retirer ça du côté inconscient et mettre ça du côté conscient pour que vous sachiez ce qui se passe et ne pas tomber dans le piège. Ça, c'est le premier disclaimer. Le second disclaimer, c'est vous dire que cette vidéo va peut-être spoiler. Ça va peut-être spoiler. Je ne sais pas si je vais pouvoir me contenir, tenir ma bouche ou autre. Donc, si vous avez une allergie particulière au spoil, au moindre spoil, c'est pas, je vais vous dire que tel a les griffes sur les doigts pour commencer à dire, oh, vous m'avez spoilé. Je vous conseille d'aller voir le film avant de revenir. Je ne veux pas les bagarres en commentaire pour des histoires de, je ne savais pas que tel était là, je ne savais pas que tel autre était là. Vraiment, c'est pas positif, ok? Donc, ça va peut-être spoiler, peut-être, je dis bien. Et donc, en fonction de votre sensibilité au spoil, allez d'abord regarder le film avant de revenir. Le troisième disclaimer, c'est de vous dire, avant de mettre un commentaire, une critique, une analyse particulièrement, prenez le temps de regarder toute cette vidéo. C'est très important parce que beaucoup d'entre vous regardez la vidéo, regardez nos réflexions, nos analyses sur quelques minutes et s'empressent de courir en commentaire, donner leurs avis. Ce n'est pas productif. C'est pas productif. Donc, prenez vraiment le temps
de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Retenez-vous de courir en commentaire. Si vous avez des trucs à dire, prenez des notes. Après, vous allez développer ça en commentaire ou nous répondre même en vidéo. On se fera un plaisir de regarder la vidéo et de vous répondre s'il y a des éléments à rajouter dessus. Donc voilà les 3 disclaimers que j'avais à vous dire en introduction. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai aimé sur le film? La première chose, et c'est la chose que j'ai remarqué avant toutes les autres choses, ce sont les coupes de cheveux. J'ai beaucoup apprécié les coupes de cheveux. Vraiment, nos sœurs, inspirez-vous. Parce que généralement, lorsqu'on voit les noirs dans les films, prenons l'exemple de Mesdames, Messieurs, dans des films ou des séries, vous allez voir comment les femmes noires de la classe, de la haute classe, les femmes bien aisées et tout ça, là, riches, ont des cheveux lisses, vraiment comme dans Mesdames, Messieurs. Mesdames, Messieurs, c'est une série camerounaise faite par Mitumba. Je connais pas son vrai nom, je sais que c'est Kepombia. Bref, pour éviter de mal prononcer son nom, on l'appelle Mitumba. C'était son nom de scène dans les années 2000. Quand il commençait, en tout cas, quand on le voyait à la télé dans les années 2000, on l'appelait Mitumba. Donc, je garde le nom là pour éviter de mal prononcer son nom. Et je sais pas, c'est pas bien de mal prononcer le nom des gens. Donc, c'est une série qu'il produit. Et dans cette série, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a une femme aisée, elle a des cheveux défrisés, des perruques lisses, bref, des coupes qui ne sont pas africaines. Des cheveux qui ne sont pas du tout représentatifs, des cheveux qui ne sont pas du tout représentatifs de l'Afrique. Et vous allez voir que cette même femme a une domestique qui, elle a des cheveux africaines. Vous allez voir des cheveux africains, des nattes africaines, des pompons et tout ça là. Mais la dame riche ne les a pas. Et c'est quelque chose qui est très mauvais en termes d'image, en termes de communication en général. Mais là, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Nous sommes dans les années 1800, plus précisément, je crois en 1823, en 1823. Et les cheveux, les coupes de cheveux, c'est super bien inspiré. C'est magnifique. Vraiment, je mets un pouce bleu à ce niveau. Vous pouvez grandement vous inspirer des coupes de cheveux que vous voyez dans ce film. Le second point que j'ai beaucoup apprécié, c'est les vêtements de la noblesse. La noblesse était très bien habillée, de très beaux pagnes. Quant à la population, déjà la plupart des hommes étaient torse nu, c'est moyen, mais c'est pas grave. Et les autres femmes en général de la population avaient juste des pagnes sans modèle design particulier. Mais de la royauté, des seigneurs et de la seigneurie ou de la cour, voilà, de la cour en général, leurs vêtements étaient magnifiques. Même quand tu vois leurs très grands pagnes, la façon dont c'était attaché, excellent. Excellent, vraiment excellent, les vêtements. Alors, un autre point que j'ai beaucoup apprécié, je pense même que c'est le point que j'ai le plus apprécié dans ce film, ce sont les rituels. Dans le film, il y a plusieurs rituels qui sont faits. Déjà, avant que ces femmes n'aillent au combat, il y a des rituels. Avant que les guerrières minots, bon, je vais les appeler les minots. On a déjà fait une vidéo sur les minots pour ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo. Et ça raconte en fait l'histoire des minots. Parce que c'est pas sur Dahomey, ce sont des femmes guerrières. C'est en fait les minots qu'on écrit là-bas. Même si là-bas on leur donne un autre nom, mais ce sont les minots. Les femmes guerrières minots, qui signifient nos mères en fait. Donc, les minots, avant d'aller au combat, font des rituels. J'ai beaucoup apprécié. Leur général prend le temps de faire des rituels. Sur le champ de bataille, d'ailleurs, elles ont des sortes de bourses. C'est l'endroit où on met souvent l'argent. Quand vous voyez les films du Moyen-Âge européen, là, il y a des sortes de sacs où ils mettent généralement de l'argent. C'est un truc à peu près comme ça, qu'elles attachent sur elles. Et au combat, lorsqu'il y a certaines d'entre elles qui meurent, on les recouvre après le combat. Et vraiment, c'est pas pendant le combat, c'est quand tout est déjà plus ou moins calme. Après le combat, on les recouvre, on pose une représentation des divinités sur leur tête et on vivifie leur cas pour qu'elles aillent rejoindre les autres minots et les aider dans les prochains combats. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Lorsqu'il y avait par exemple un rêve prémonitoire, elles allaient faire des rituels et ils ont représenté de magnifiques
de magnifiques hôtels, voilà, de magnifiques hôtels, de magnifiques plans rituels en fait. Ça, j'ai énormément apprécié parce qu'on ne parle pas de Jésus dans ce truc, on ne parle pas de Allah, on ne parle pas de Mahomet, on ne parle de rien, on parle des ancêtres, on parle des divinités. C'est beau, vraiment. Ça, c'est un point qu'il fallait noter. C'est très appréciable. Même comme c'est un film américain et in fine, il faut qu'ils mettent leur symbole à l'intérieur. Ils ont mis une croix et d'autres symboles là que, bon, bref, ce n'est pas pertinent de souligner maintenant parce que c'est pas pertinent, voilà, tout simplement. Mais ils ont mis quand même leur symbole à l'intérieur. Une croix qui est clairement visible avec un plan de la croix seul. Mais là, c'est pour plus tard. Vous allez voir le film, vous comprendrez le contexte. Mais on passe. Globalement, les rituels et la spiritualité à l'intérieur sont représentés. On vous fait comprendre que les Minots ne combattaient pas seuls, ils combattaient avec les ancêtres Minots et avec les divinités. Donc, à noter, c'était très beau, très magnifique. Maintenant, les guerrières elles-mêmes. Les guerrières elles-mêmes étaient des guerrières. Je ne sais pas si je peux dire plus que ça. Leur allure, leur présence, leur prestance était sans nul doute la prestance de guerrières. C'est-à-dire même leur physique. Tu vois ces femmes, tu sens que ce sont des femmes combattantes. On ne te parle pas des femmes qui sont là... on vous dit que ce sont des guerrières, mais elles sont sexy, machin. Non, 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 non. Pas du tout. On vous parle des guerrières. Elles ont des cicatrices. Tu sens que ce sont des dames qui vont au combat et qui se saignent au combat. Donc, j'ai énormément apprécié la représentation des guerrières. Parce que ça, oui, ce sont des guerrières. Ce ne sont pas des personnes avec qui tu vas venir rire, rigoler, n'importe comment. Non, ce sont des femmes soldats. Non, ce sont des femmes guerrières. Je ne dirais pas soldats, ce sont des femmes guerrières parce qu'elles ne se battent pas parce qu'on leur donne des ordres. Elles se battent par conviction. Elles savent à chaque fois qu'elles vont au combat, pourquoi est-ce qu'elles vont au combat. C'est pas on va dire tu. Non, 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 non. Pourquoi est-ce que je le tue? Tu le tues ou c'est ton ennemi parce qu'il fait ci, il fait ci, il fait ça. C'est ton ennemi parce qu'il ne fait pas ci, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça. Donc, elles savaient pourquoi est-ce qu'elles allaient au combat et on ne leur mentait pas sur les véritables objectifs de leur mission. Alors, on ne montre pas beaucoup de missions de combat et autres parce que c'est principalement centré sur l'entraînement de la nouvelle génération de Minots. Mais globalement, elles sont bien représentées. D'ailleurs, moi, mon personnage préféré, c'est une des guerrières là. Oh, j'ai oublié son nom dans le film, mais elle a des griffes. Pour ceux qui vont voir le film, vous savez exactement de qui je parle. Elle arrivait même à me faire peur à travers l'écran. Alors là, même si je suis le roi, je ne peux pas lui parler n'importe comment parce que déjà elle est grande de taille. Quand leurs vêtements ressemblaient vraiment à des vêtements de guerrière, très fait pour la mobilité au combat et tout. Et vous voyez des abdos tracés. Oh non, non, non. Non. Moi, elle me parle de mon... non, grande sœur, ça va, je plaisantais seulement, non, je voulais passer, non. Donc, en termes de représentation des guerrières, j'ai beaucoup apprécié. L'esprit des guerrières, j'ai aussi énormément apprécié. Parce qu'au début, on te montre des gens rebelles, des gens qui viennent de tout horizon. Et au fur et à mesure, elles finissent par devenir des sœurs. Certains même venaient des royaumes ennemis. Et on les prenait, on les faisait littéralement entrer dans l'infanterie royale. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente de faire entrer une personne du clan ennemi dans l'infanterie royale. C'est vraiment magnifique à ce niveau. La représentation des guerrières, l'esprit des guerrières, les vêtements des guerrières, leur physique, leur présence en général, même leur charisme et leur façon de former. Parce que c'est un mélange entre sévérité, douceur, ruse, flexibilité et tout ça là. C'est magnifique. En plus de la force physique dont elles ont fait preuve, même pendant les entraînements, je suis très bien conscient que ce sont des actrices et tout, hein, mais pour effectuer certains mouvements, surtout du fait de savoir que il y a les principales Minots qu'on montre sont des actrices et non des cascadeurs. C'est beau en fait, c'est beau à voir parce que je suis même tombé sur des scènes de leur entraînement, c'est vraiment magnifique à voir. Bref, à ce niveau-là, il faut respecter
le jeu des actrices et la représentation qu'on a fait des minots. Parce que ça, oui, ce sont des guerrières. Ensuite, maintenant, pour conclure la partie, on va dire que globalement, c'était un bon film. C'était un très bon film globalement. Mais il y a un mais, et c'est là où on arrive. Qu'est-ce qui dérange? Où est le piège? Le piège est à quel niveau dans toute cette histoire? Le piège dans tout ça est à quel niveau? Qu'est-ce que j'essaie de vous faire passer comme lentille pour que vous puissiez regarder ce film avec un prisme différent? J'ai aussi noté certains éléments là, et le premier élément que je note, c'est le roi. Particulièrement son inutilité. L'inutilité du roi. Parce que le roi que l'on décrit dans ce film n'est pas un roi. Je ne sais pas ce qu'on va appeler, mais ce n'est pas un roi, du moins dans la perception que l'Afrique avait des rois. Pas du tout. Ce roi, c'est un gars qui passe son temps à donner des ordres, à commander. Le roi en Afrique est un roi prêtre. C'est un roi savant, extrêmement intelligent, et dont l'initiation a été complétée. Tu ne peux pas devenir roi si tu n'es pas pleinement initié. C'est impossible. Et à l'intérieur, on montre un roi qui n'est même pas réellement conscient du potentiel de son peuple, de ce qu'il peut vendre ou ne peut pas vendre. Dans son esprit, c'est la seule chose que son pays sait faire, c'est de vendre les gens de son peuple aux Occidentaux. Vous voyez, en fait, c'est ça que, là, à ce niveau-ci, c'était vraiment quelque chose qu'il faut souligner. Les rois ne vendaient pas leur population. Les rois, je répète encore, les rois étaient des initiés. Les rois étaient des savants. Les rois étaient des prêtres, des guérisseurs. Les rois même d'ailleurs avaient une formation au combat. Là, on a l'impression que c'est un gars, si tu l'effraies même seulement, il va paniquer, il va botter en touche. Alors que les rois, pas du tout. Si vous venez 1v1 contre un roi, il vous abat, il vous met de côté. C'est pas comme ça qu'on représente le roi là-bas. Là-bas, on représente un gars qui donne des ordres et il est là parce que il est bien né. En fait, c'est ça le truc. Il est là parce qu'il est bien né. Et on essaie de faire croire que non, c'est un nouveau roi, que globalement, il va apporter du changement. Bon, là, il s'est remis à pleuvoir un peu fort. J'espère que ça va pas déranger, j'espère. Je disais donc qu'on essaie de faire croire que c'est un roi qui est globalement un nouveau, j'ai la porte de la nouveauté, mais non, ça c'est pas un bon roi du tout. Dans la représentation du roi, c'est pas bon du tout. Et donc il faudra faire attention à ce roi-là et à la perception qu'on donnait à ce roi. Encore plus si c'est ça que l'on présente comme étant un roi qui apporte du nouveau. Il faut se méfier de ce point. Le second point, ce sont les épouses. Les épouses du roi. Ah non, c'est pas le second point, désolé. Le second point, c'est l'homosexualité et les plus ultra là, dans nos choses. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte depuis les 10 dernières années, mais il y a une culture du noir gay, du noir efféminé, du noir en général, de l'homme noir qu'on essaie de transformer en femme. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas du tout, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on te parle de 1824, en plein cœur de l'Afrique noire. En 1824, en plein cœur de l'Afrique noire, dans un empire africain, mais on arrive quand même à glisser là un plus ultra. Et je n'ai pas compris d'où ça venait. Je n'ai vraiment pas compris d'où ça venait. D'autant plus que lorsqu'on montre la scène la première fois, lorsqu'on montre le personnage la première fois, c'est lorsque les Minots rentrent d'une guerre où elles ont été victorieuses. Je vais les appeler les Minots, comme j'ai dit. Lorsque les Minots rentrent d'une guerre où elles ont été victorieuses et on leur ouvre la porte du palais. Et à l'entrée de la porte, il y avait plusieurs gardes et maintenant une sorte de messager qui était à l'entrée là. Et je vois donc une personne très efféminée.
un visage très masculin mais très efféminé, bien pour moi c'est pas grave, parce que de toute façon on parle de femme guerrière, et que si cette femme a été guerrière et avait des traits masculins, c'est pas grave, et que après du fait d'avoir énormément côtoyé la cour, a repris ses gestes féminins, ok, pas de souci. Mais dans le film, après je regarde encore, je me dis mais tiens, ça c'est un homme, et oui c'est un homme mais profondément efféminé. On ne le dit pas clairement qu'il est gay, on ne le dit pas clairement que il a des tendances et tout, mais le simple fait de sa présence pose problème. Et si certains parmi vous estimez que non, humain c'est humain, tout ça là, ça c'est leur problème. Ça ne concerne pas l'Afrique. Nous, on a des cultures, on a des valeurs qui sont différentes des leurs. Je ne vois pas pourquoi est-ce que certaines de nos valeurs, ils ne les acceptent pas, mais leurs valeurs doivent in fine, par entrer dans les nôtres. Ce n'est pas acceptable. Il faut arrêter avec cette culture du noir qui se transforme en femme. Et c'est même une remarque qu'un de mes amis avait dit récemment, que on fait tout aujourd'hui pour transformer les hommes en femmes et les femmes en hommes. Ce n'est pas bon. C'est un piège mondial que vous devez combattre à chaque fois. Je dis bien, à chaque fois que vous le voyez, soyez conscient de ça et combattez ça. Ce n'est en rien normal. Si nous sommes des hommes, c'est parce qu'on a 70% de masculin et 30% de féminin. Et s'il y a des femmes, c'est parce qu'elles ont 70% de féminin et 30% de masculin. Et si on se met en couple, c'est justement pour se compléter. Je prends une femme, j'épouse une femme pour pouvoir être fusionnel. Je ne pose pas une femme pour me transformer en femme. Une femme ne m'épouse pas pour se transformer en homme. Elle m'épouse pour se transformer, pour compléter son côté masculin. C'est quelque chose que l'initiation l'explique très bien. L'initiation explique très bien le rôle de l'homme et le rôle de la femme. Nous ne sommes pas là pour nous battre. Nous ne sommes pas là pour démontrer qui est le plus efféminé. Nous avons chacun un but précis. Je ne sais pas, lorsque vous prenez un médicament, ça soigne quelque chose de précis ou un ensemble de maladies précises. Vous ne commencez pas à mélanger les médicaments à tort et à travers parce que ça vous plaît. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Cette représentation du noir homosexuel, cette représentation de la femme homosexuelle, c'est une chose à bannir de nos esprits et qu'il ne faut jamais accepter. Jamais. Voilà. Donc maintenant, on arrive au troisième point qui sont les coépouses. Dans le film, on présente les coépouses comme étant des rivales géopolitiques. Et ça aussi, c'est un point vraiment, c'est pas vrai. Les coépouses ne sont pas des rivales géopolitiques. Les coépouses ne sont pas là pour dire laquelle de nous sera la plus appréciée du roi et laquelle de nous sera écoutée par le roi. Ce n'est pas le cas. Dans notre vidéo sur le mariage chez les Kémites, on a expliqué deux choses de fondamentales. Ceux qui n'ont pas encore vu ce documentaire, allez regarder ce documentaire. On a expliqué deux choses de fondamentales, à la fois sur le mariage en général et également sur la gestion des coépouses. Comment est-ce que on gère ça? Voici comment fonctionnaient les coépouses. Il y avait généralement une reine-mère qui était généralement la plupart du temps la première femme. Cette reine-mère détenait le pouvoir initiatique de la famille royale. Et c'est à partir d'elle que recevaient des différentes recommandations pour le roi en fonction des besoins de la famille. Par exemple, dans la famille royale, on a besoin d'ingénieurs, on a besoin de savants. On a aussi besoin de guerriers et peut-être besoin d'agriculteurs. Voilà ce dont on a besoin dans la famille. Ce qui se passe, c'est que la mère royale, par un ensemble de rites et par un ensemble de maîtrises initiatiques, disait au roi ceci: tu as besoin d'aller prendre une femme dans tel clan où il y a des guerriers. Et cette femme-là, lorsque tu vas l'épouser, tu vas faire
X, Y, tu vas manger ça pendant telle période et ensuite tu iras avec elle dans la chambre. De votre union là va naître un enfant guerrier ou alors des jumeaux ou bref, va naître un enfant guerrier. Et donc tu vas devoir répéter ça 3 ou 4 fois pour qu'elle ait 4 enfants guerriers, particulièrement combattants féroces. Maintenant, par rapport aux savants, tu vas aller dans telle famille, tu vas prendre 1 ou 2 femmes. Tu vas suivre telle recommandation sur 2-3 ans et ensuite tu vas aller avec elle, après tu iras avec elle. Avant même, elle va dire ceci, viens d'abord avec moi, 3 jours plus tard, tu iras avec tel, parce qu'en venant avec moi, je vais te donner les éléments énergétiques pour que tu ailles déposer dans son ventre et ainsi de suite, réaliser le plan initial de la famille. Voilà comment ça fonctionnait. Pareil avec les agriculteurs. Bref, c'était en fonction des demandes, des besoins et des recommandations de la famille que la reine-mère dispatchait son énergie dont elle était la gardienne. Elle était la gardienne. Vous voyez, ce n'était pas un jeu de géopolitique de je suis sa préférée, toi tu n'es pas sa préférée, il m'écoute, toi il ne t'écoute pas. Ce n'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc mettre dans l'esprit des femmes que la polygamie c'est une lutte perpétuelle pour savoir qui est meilleur que qui, c'est faux. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionnait. Ça a commencé très récemment justement avec l'influence l'influence occidentale et la perte de la réelle notion de la polygamie. Ça, c'était hyper récent dans l'histoire. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et donc, ce film ne représente pas du tout la dynamique des coépouses dans la famille royale et dans la famille de la seigneurie en général. Donc, c'est un point aussi où il faudra regarder avec beaucoup de recul parce que ce n'était pas comme ça que ça se passait. Les femmes n'étaient pas en compétition entre elles, pas du tout. Les femmes étaient en harmonie entre elles parce que justement, on savait même qui était la reine-mère et qui détenait les pouvoirs du clan, qui était la gardienne des pouvoirs du clan. Donc, notez bien ça quand vous allez regarder le film. Maintenant, le mariage. Ça aussi, c'est un point que je n'ai pas du tout apprécié parce que le mariage, là-bas, est décrit comme la vente de la fille, c'est-à-dire une sorte de vente aux enchères dans laquelle on dit, moi le père ou moi le parent de la fille, je dis, voici ma fille, je l'offre au plus offrant. Ça, c'était déjà un point, la vente de la fille. Et le second point, c'est l'impression qu'on donne dans le film que l'on forçait la fille à aller en mariage. Ça, c'est sûr. On ne se marie pas en Afrique par amour. Pas par amour individuel, pas par amour égoïste. Ouais, je précise. On se marie par amour clanique et par amour communautaire. Et ça, c'est la plus grande forme et preuve d'amour. Parce que à l'intérieur du film, on te fait comprendre que moi, le père, j'offre ma fille. Bon, je suis un homme, je vais toujours avoir tendance à prendre les exemples du point de vue d'un homme. Mais dites-vous que c'est la même chose avec une mère, une femme. C'était Ndanga qui avait fait cette vidéo, elle aurait dit moi la mère, voilà par exemple. Donc, moi le père, je dis voici ma fille, les enchères commencent. Toi tu dis moi je suis tel riche comme ceci, riche comme ceci, je suis riche comme cela, je peux donner ça comme d'autres, je peux donner ça comme d'autres, je peux donner ça comme d'autres. Ce n'est pas comme ça que ça se passait. Pas du tout comme ça que ça se passait. Et que la fille n'a pas son mot à dire là-dessus. C'est-à-dire le gars qui a démontré qu'il pouvait donner la plus grosse somme d'argent ou démontrer qu'il était le plus à l'aise financièrement, on dit ok, voilà ma fille, épouse-la. C'était pas comme ça que ça se passait. Première chose déjà, c'est que on ne se marie pas par amour, on se marie par intérêt social. Les gens dans la société se réunissent et posent des problèmes. Par exemple, on a besoin de plus de chasseurs. Voilà, c'est un problème qui est posé. On a besoin de plus de chasseurs. Alors moi qui suis un homme, on va me dire, va chercher une femme dans tel village. Parce que ce village-là, comme je dis, ils ont des chasseurs. Ils ont l'esprit des chasseurs, le sang des chasseurs. Donc je vais chercher cette femme.
Voilà, déjà c'est un point. Ensuite, il y a la compatibilité énergétique. Je ne peux pas être issu par exemple d'une femme dont le totem c'est la tortue et dont notre mission c'est de protéger les tortues parce que nous avons une relation particulière avec les tortues et je pars épouser une femme qui est issue d'un peuple de chasseurs de tortues. Il y aura incompatibilité énergétique et elle aura tendance à me consommer volontairement, consciemment ou inconsciemment. C'est tous ces éléments-là qui entrent en compte. Et dans le documentaire Le mariage chez les Kémites, on l'explique très bien. Pour ceux qui n'ont pas regardé, vraiment, comme je dis, c'est 3h30 d'un documentaire très bien détaillé. Très bien détaillé. Il y a même un autre exemple qui avait été pris toujours dans le documentaire qui était, je suis par exemple un autre pays, nous sommes un peuple de forgerons. Je ne vais pas, dans forgerons, et notre élément par exemple c'est le feu. Je ne vais pas aller prendre une femme dont l'élément c'est l'eau parce qu'elle va m'éteindre. Elle va éteindre mon feu. Elle va éteindre mon feu. Je ne peux pas être air et prendre par exemple une femme qui est air également. On va trop être air et on va plus toucher le sol. Je suis air, je dois avoir une femme terre qui de temps en temps me ramène. Parce que je suis évasif, j'ai l'esprit égaré, je suis quelqu'un, je suis un vadrouilleur, etc. J'ai besoin d'une femme terre qui me stabilise, qui stabilise mon côté air. Et tout ça, on épouse une femme, comme j'ai dit, je suis un homme, je vais toujours dire on épouse une femme. Bref, on épouse une femme, on épouse un homme si j'étais une femme. Je ne veux pas qu'on commence à me sortir des conneries. On épouse un homme si j'étais une femme. Si une femme épouse un homme épouse une femme en fonction des compatibilités énergétiques et en fonction des besoins de la communauté. Voilà les deux éléments qui entrent en compte. Et on ne forçait personne à faire quoi que ce soit avec qui que ce soit. Il y avait différents choix qui étaient placés. Et on vous disait, voici ce que la communauté demande, voici ce dont on a besoin. Est-ce que vous acceptez d'accomplir cette mission lourde et importante qui est de donner des chasseurs à notre clan? Voilà en fait comment est-ce que ça fonctionnait. Et pour connaître les compatibilités énergétiques, on allait consulter les augures. Ce n'était pas une histoire de un beau matin, on arrive seulement, on te dit, voilà ton homme, c'est celui qui a donné le plus d'argent. Par quel miracle? Après, vous voulez que la femme fuit. Il n'y avait pas les divorces, hein? Il n'y avait pas les divorces en Afrique impériale. Pas de divorce. Il n'y avait pas de divorce dans l'Afrique traditionnelle. Il n'y avait pas de divorce. C'est un concept qui n'existe pas chez nous parce qu'on fait tout pour vous mettre en compatibilité énergétique. Et c'était ça le plus important parce que l'amour finit. Si je t'épouse parce que je t'aime et que l'amour finit, je fais comment? Alors que si on a compatibilité énergétique, ça c'est indissociable. On sera complice à vie. On sera complice à vie. On se comprendra à vie. Il n'y aura pas les disputes où on finit de se disputer, je porte tes affaires, je jette dehors. Comment ça a fait pour arriver à ce niveau-là? Comment ça a fait pour que ton mari soit un violent qui te tabasse et tout ça là? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel niveau est-ce que dans les différents rituels du mariage, on n'a pas détecté cela? Vous voyez? Donc le mariage dans ce film est très mal représenté. Ça c'est une caricature coloniale de l'Afrique. À ce niveau-là. Et c'est une caricature qui perdure aujourd'hui parce que dans les têtes des jeunes filles d'aujourd'hui, c'est je dois épouser quelqu'un par amour. Ce n'est pas la compatibilité énergétique qui compte. Ou alors, nos parents, on les forçait à se marier. On ne les forçait pas à se marier. On ne les forçait pas à se marier. Elles comprenaient, nos grands-mères comprenaient tout simplement ce qu'elles faisaient. Ce n'était pas le forcing. Elles savaient exactement ce qu'elles faisaient. Et ce n'est pas pour rien que leur mariage durait aussi longtemps. Je ne pense pas que vous avez des grands-mères africaines qui vous ont dit qu'elles ont divorcé. Pour ceux qui ont encore la chance d'avoir leurs grands-parents en vie, quand vous les voyez, vous sentez qu'il y a toujours un truc. Je ne pense pas qu'après 50 ans de mariage, tu aimes toujours autant ta femme qu'au premier jour. Je doute très fort. Mais je suis sûr qu'après 50 ans de mariage, si vous êtes complice, vous serez toujours complice. Parce que c'est une amitié profonde. À un moment donné, vous ne dites pas « je suis fatigué d'être son ami ». Non. Si vous êtes fatigué d'être son ami, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent.
Mais quand vous êtes ami avec une personne et que cette amitié est profonde, complémentaire, vous n'êtes jamais fatigué d'être ami. C'est en fait ça que vous voulez souligner ici. Donc, pour le mariage, faites très attention à ce que vous allez voir dans ce film. Très, très attention. Ça ne reflète pas du tout la réalité de l'Afrique à cette époque-là. Maintenant, quel est le message du film et quel est le plus gros problème que j'ai trouvé avec ce film? Tout ce que vous allez voir de ce film et qu'on va vous présenter dans ce film, que ce soit le forcing, l'esclavage. Je dis forcing pour ne pas utiliser le terme qui commence avec V et qui désigne le fait qu'on force quelqu'un à avoir des relations sexuelles. Je ne parle pas de ça. Bon, j'essaie d'adoucir le mot parce que je ne sais pas si les algorithmes vont me déranger ou pas. Mais je crois que vous voyez de quoi j'ai parlé. De quoi je parle. Donc, je vais utiliser le terme forcing pour désigner ce mot avec V là. Que ce soit le forcing qui est traité dans ce film, que ce soit l'esclavage qui est traité dans ce film, que ce soit les conflits armés, que ce soit globalement la géopolitique de l'époque qui est traitée dans ce film, rien de tout ça n'est la base du film. Parce que lorsqu'on regardait le film, déjà moi je m'attendais à deux choses. Soit à ce que l'on présente des successions d'accomplissements que ces guerriers ont fait, que ce corps militaire a fait, je m'attendais à ça, soit à la genèse de ce corps militaire. Comment est-ce que ce corps militaire a été créé? Ou alors à l'événement considéré historiquement comme le plus marquant du fait d'armes de ce corps militaire. C'est ce à quoi je m'attendais en allant regarder le film. Mais malgré le fait qu'ils ont dit là que c'est le général Naniska qui forme la prochaine génération recrute des minots, ce n'est pas de ça que traite le film. Le message subliminal, et comme je vous ai dit, le message auquel il faut faire attention, ce sont les symboles et les messages subliminaux. Ce qui est dans l'inconscient là qu'il faut ramener dans le conscient. Le vrai combat de ce film, ou les deux vrais combats de ce film, c'est d'abord et avant tout l'homme noir contre la femme noire, d'abord et avant tout. Parce que lorsque je vous parle de la conception de la polygamie, du mariage et tout, on vous fait très bien comprendre que être marié, virgule, être avec un homme, virgule, c'est s'éteindre. C'est ne plus être vous, c'est ne plus avoir de personnalité, c'est ne plus avoir de valeur autre que dans votre mariage. Donc c'est votre époux qui vous donne de la valeur. Et ça se déclare bien avec cette scène d'une fille qu'on impose au mariage et elle rencontre le gars qui a payé le plus cher et lui pose une question, il ne répond pas, il gifle. En disant, tu ne réponds pas à ton époux, il frappe. En lui disant, quand tu seras mon épouse, tu vas apprendre la soumission. Inconsciemment, dans la tête d'une femme, ça donne quoi? Et je précise que j'ai vu ça au cinéma. Et je n'ai pas vu ça au cinéma pour rien. J'aurais pu attendre que le film sorte autrement et regarder ça autrement. J'aurais pu attendre que le film sorte autrement et regarder ça autrement parce que la plupart des films que nous on regarde, c'est autrement. Mais je suis allé voir au cinéma, pourquoi? Pour confirmer mes soupçons initiaux. Pour confirmer mes soupçons initiaux. Parce que dans la salle, tout d'un coup, toutes les femmes ont réagi à ça. Toutes les femmes, sans exception, ont réagi à ça. Vous avez déjà vu certainement un film au cinéma. Vous savez qu'il y a tout le temps des interactions, bref, il y a des interactions dans la salle. Et d'ailleurs, les films sont configurés même pour l'interaction dans la salle de cinéma. Par exemple, pour ceux qui ont regardé Spider-Man, le dernier Spider-Man qui est sorti là où il y avait les trois anciens, bref les deux anciens, vous allez vous rendre compte que lorsque Andrew Garfield arrive, le Spider-Man de The Amazing, il retire son masque et on laisse un temps de pause. Le temps de pause qu'on laisse sans mettre le son ou quoi que ce soit là, c'est pour laisser le temps au public de crier. Donc sachez que les films sont configurés pour qu'on les regarde au cinéma. Donc, quand il fait ce geste de gifler la fille, toutes les filles réagissent.
Et vous allez vous rendre compte que du début à la fin du film, à chaque fois qu'il y a des interactions avec les hommes, je dis bien dans la salle, toutes les filles réagissaient. Ne fais pas ça, tu es trop bête, tu ne vois pas que nanani nanana. Et c'est ce sentiment-là qu'il faut éviter de ressentir. Cette image de femme forte, indépendante, guerrière qui tue les hommes n'en ont pas besoin, qui les massacre d'ailleurs. Tous les personnages qu'on présente là-bas comme masculins, du moins les personnages charismatiques importants, on les montre comme des machistes, des personnes qui ne passent leur temps qu'à commander les femmes. Il y a vraiment une vassalité qui se crée. Non, non, pas du tout. Tu vois le personnage principal, du moins la petite, une des filles là qu'on montre, bref, la fille qu'on montre, son problème c'est qu'elle ne veut pas se marier. Et c'est ce qu'elle passe son temps à souligner. Je ne veux pas me marier, je veux être forte, je veux être indépendante. Voilà. Ça veut dire, on montre dans ce film l'image de femmes qui passent leur temps à massacrer des hommes parce que ce sont des hommes. Et ces hommes, bon, quand je dis ce sont des hommes, ce sont des hommes noirs mauvais. Vous voyez, ce sont des hommes noirs mauvais. Non. Ça dit que l'homme noir est votre ennemi. L'homme noir n'est pas l'ennemi de la femme noire. La femme noire n'est pas l'ennemi de l'homme noir. Comprenez que ce soit l'homme noir comme la femme noire, nous ne sommes plus les nous d'avant. Nous avons été même génétiquement modifiés à ce niveau-là. Notre esprit est complètement perdu et perturbé. Et donc, non seulement nous sommes déjà divisés en termes de communauté, mais on veut encore nous subdiviser même en termes de relations humaines. Vous allez entendre tout le temps dire finalement moi les hommes noirs ça ne vaut pas la peine. D'autres disent finalement moi les femmes noires ça ne vaut pas la peine. Et ça c'est ce qu'il faut éviter. Parce que le vrai message de ce film, c'est que l'homme noir est un problème pour l'émancipation de la femme noire. Or, à la base, les deux sont censés se compléter. Et dans le film, nous vont vous faire comprendre que l'homme noir n'aime la femme noire que si elle est soumise, obéissante et lui demande la permission avant de faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on veut vous montrer dans le film là. Parce qu'il y a même une scène qui le décrit où un des antagonistes dit, regardez chez eux, il manque tellement d'hommes qu'ils envoient des femmes au combat et c'est une honte. Votre place, c'est pas au combat, vous devez être dans nos lits. Voilà en fait ce que le gars il dit. Et c'est normal que le public réagisse ainsi. C'est normal qu'après tu regardes un homme, il te dit quelque chose et toi tu prends ça tout d'un coup comme étant de l'agression. Il veut me donner des ordres. Pourquoi? Lui il est qui par rapport à moi? Voilà les choses qui arrivent permanemment. Et maintenant, toujours dans ce même film, on vous glisse un métis. Et ce métis, comme par hasard, c'est le mec idéal pour la femme noire. C'est le mec idéal pour la femme noire. Je dis bien idéal. Il fait tout très bien. Il fait tout très bien. Il n'a aucun écart de conduite. Tout est parfait. Tout le temps avec cette tendance-là à séparer l'homme noir et la femme noire. Séparer l'homme noir et la femme noire. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On peut très bien s'entendre si on se donne l'occasion de s'entendre. On peut très bien s'entendre si chacun de nous écoute l'autre. Il n'y a pas de guerre entre l'homme noir et la femme noire. Ce n'est la faute de personne de nous deux. Personne. Je dis bien personne. Bien au contraire, il faut même privilégier l'homme noir et la femme noire. On a fait 2 vidéos qui traitaient du sujet. La première vidéo, c'était le problème des couples mixtes. Mais même jusque-là, bon, certains n'ont pas compris le message que je voulais passer, que c'était particulièrement si vous représentez votre société. Mais même en règle générale, privilégiez les noirs. Parce que seuls nous pouvons comprendre ce que vous subissez en réalité. Que ce soit d'un côté comme de l'autre. Seule la femme noire peut comprendre les réelles difficultés quotidiennes de l'homme noir. Seul l'homme noir peut comprendre les réelles difficultés quotidiennes de la femme noire. Peu importe où on se trouve sur terre, on ne peut que se comprendre de façon intrinsèque entre nous. Et si à ça on ajoute un mariage correctement fait,
Si à ça, on rajoute une compatibilité énergétique, je vous assure que nous aurons des couples indestructibles. Nous aurons des couples qui vont forger Kama de demain, l'Afrique de demain. Nous ne sommes pas ennemis. Beaucoup de médias tendent à faire comprendre que nous sommes ennemis, l'homme noir et la femme noire sont ennemis. Non, n'acceptez pas ça. Refusez cette fausse réalité qu'ils veulent mettre dans nos têtes. C'est pas vrai. C'est pas la vérité, ce truc. C'est pas la vérité. Donc, il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Très attention même. Et ça, c'est le message intrinsèque. Le second message intrinsèque, c'est que c'est les noirs contre les noirs. Parce que dites-vous, imaginez que dans un film, on vous parle des étrangers qui viennent déranger le mode de vie des gens. On vous montre un autre peuple noir qui attaque un autre peuple noir et vend l'autre peuple noir et son propre peuple en esclavage aux blancs. Et on fait comprendre même dans le film que si le roi est devenu riche, c'est uniquement parce qu'il vendait sa population en esclavage. Je vous jure quel affront. Je vous assure quel affront. Que la seule raison pour laquelle il est riche, c'est parce qu'il vend sa population. Ils ont précisé ça dans le film. Ceux qui ont vu le film ou ceux qui vont voir le film, vous allez le confirmer. Que la seule et unique raison pour laquelle il est riche, c'est parce qu'il vend sa population. Et ce même roi-là dit encore qu'il n'envisageait même pas. Il n'envisageait même pas vendre autre chose. Ici, en l'occurrence, on parlait de l'huile de palme. Parce qu'ils ont des hectares de plantations d'huile de palme, d'or et autres trucs. Ça, il n'envisageait même pas le vendre. Parce que pour lui, la seule richesse, c'était vendre ses hommes. Voilà ce que l'on dit dans un film où on est censé mettre en valeur l'Afrique. Donc, dans une Afrique, en plein cœur des différentes guerres de lutte de libération, en pleine attaque perpétuelle de l'Occident, on essaie de faire croire que l'ennemi du Dahomey, c'était un autre peuple noir. Alors que les Mino n'ont été créés que parce que on les attaquait. C'était une réponse aux attaques militaires des Occidentaux. C'est la seule raison dont tout ce qu'on aurait pu raconter sur elle, c'est ça qui a été choisi. Voilà. À l'intérieur, les Blancs n'ont rien fait. Rien. Ils se contentent de venir prendre acheter. Ils se contentent parce qu'ils donnent de l'argent, on leur donne des noirs et ils vont les revendre. Ils se contentent d'acheter. Ils ne font rien. Rien du tout. Ils ne bougent même pas le petit doigt. Donc c'est en plein cœur de 1800, des années 1800, dans un royaume africain, qu'on essaie de faire croire que le principal danger, c'était un autre royaume africain. N'importe quoi. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre cette partie-ci en dernière et faire ce qui était positif en première partie? Parce que ce qui était positif allait être retenu. Or, ce que moi je veux que vous reteniez, ce sont les pièges. Ce sont les pièges. Même les personnes contre qui le Dahomey se bat là-bas, c'est un peuple noir qui vend des gens en esclavage, qui kidnappe des gens de partout, des noirs de partout pour les mettre en esclavage. Et renforcer deux idées. L'idée selon laquelle c'est le noir qui est la cause de ces problèmes et c'est le noir qui est la cause des problèmes des autres noirs même. Donc c'est-à-dire de ses propres problèmes et des problèmes des autres de sa communauté. Voilà en fait les messages que les gens là veulent nous faire passer. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai une fois de plus. Parce que ça crée ces ressentis que j'ai déjà à plusieurs reprises entendu dire ou lu. Les Noirs, les Africains nous ont vendus. J'ai déjà entendu des Antillais me le dire. Au téléphone. Oui, mais finalement, qu'est-ce que vous nous dites? Ce n'est pas vous qui nous avez vendus à la base. Voilà le ressenti que des natifs hors d'Afrique ont. Des Américains ont. Que de toute façon, ce sont nos frères noirs d'Afrique qui nous ont vendus. Voilà ce qu'ils ont. Alors que pas du tout. Pas du tout.
Et bien qu'il y ait eu des gens, qui l'ont fait, cela ne représente pas du tout la majorité. Or là, on essaie de faire comprendre que c'était une constitution, même littéralement, un fondement, un soubassement de leur société. C'est-à-dire qu'il y avait carrément un port où on conduisait les gens, on les prenait, on les amenait à bateau. Et le blanc à l'intérieur fait comme si il n'est responsable de rien dans ça. Il n'y est pour rien. Les représentants blancs qu'on voit là-bas n'y sont pour rien du tout. Les gars sont là, ils disent juste « Ah, vous vendez ceci, ok, moi je paye ça, moi je paye ça, moi je paye ça, moi je paye ça. » Évidemment, il est chosifié. J'ai rarement vu un roi avec aussi peu de charisme. Une seule scène où il a montré le charisme, c'est quand il a remis le blanc à sa place. Le blanc qui lui a dit qu'il n'est riche que parce qu'il vend des esclaves là. Et il y a une scène là intéressante où il lui a fait comprendre que comme dit, calme-toi. C'est le seul point où ce roi là a été pertinent. À tous les autres endroits, ce roi là était inutile. Tout comme le personnage homosexuel là. Inutile. Parce qu'on s'attend même à ce que ce soit un messager. Non. Sa présence, son absence dans ce film ne changeait rien du tout. Rien du tout. Son absence dans ce film allait être nickel chrome, sans aucune entache. Il n'est aucunement pertinent dans le scénario. Tu ne comprends pas pourquoi il est là. Tu ne comprends pas pourquoi il est là. Donc, le fait, la fausse histoire que l'on raconte comme quoi le noir est à l'origine des problèmes des noirs, il faut qu'on retire ça de nos têtes. La fausse histoire que l'homme noir est l'ennemi de la femme noire et que la femme noire est l'ennemi de l'homme noir, il faut aussi qu'on retire ça de nos têtes. Ce sont les deux pièges du film là les plus effrayants, où il faut faire le plus attention. Il faut même encore plus faire attention à ça qu'à ces histoires de LGBT plus ultra là. Parce que si on est conscient que la femme noire n'est pas l'ennemi de l'homme et que l'homme noir n'est pas l'ennemi de la femme noire, déjà ces machins là les plus ultra là vont finir par partir. Cet esprit bizarroïde qu'on ne sait pas trop d'où ça sort là. Bref, on sait d'où ça sort, mais qui tend à se propager là, ça va disparaître. Si on est conscient qu'on n'est pas l'ennemi des noirs, même ces histoires de co-épouse là, ça va disparaître. Si on est conscient qu'on n'est pas des ennemis, même économiquement, ce sera plus pertinent. Ce sera plus pertinent. Parce qu'on va éviter les phrases du genre, les blancs, eux, ils payent, les noirs ne payent pas. Les blancs, ils payent, les noirs ne payent pas. Moi, je travaille avec plusieurs noirs qui payent. Ils payent. Tout ça, c'est une simple question de moyens et ce n'est que normal. Si je n'ai pas, je ne peux pas payer. Et si je viens te dire que je n'ai pas, tu ne vas pas accepter. Mais je travaille avec des noirs qui payent. Je travaille avec des noirs qui sont conscients de tout ça là, avec des femmes et des hommes noirs qui ne sont pas là en mode la femme doit être ma subordonnée ou mon esclave. Ni avec des femmes qui disent que les hommes ne servent à rien. Non, ce sont des femmes et des hommes normalement constitués, en accord et en harmonie avec leurs conjoints, avec des activités commerciales plus ou moins rentables. Donc on retire ça de nos têtes s'il vous plaît. Les deux messages là, les hommes contre les femmes contre les hommes et les noirs contre le noir, ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel, c'est de la propagande, c'est dans nos esprits. C'est pour ça qu'on croit que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Il n'existe pas un peuple qui s'entraide le plus que les noirs à la base. On nous divise et c'est par justement ces moyens-là, les médias, la télé, les films, les séries. Voilà comment est-ce qu'on nous divise au fur et à mesure. Donc faites très attention en allant voir ce film à ces deux messages-là. Vous allez voir qu'il y a énormément de pièges dedans. Et comme toujours, il y a le métis qui se glisse là, qui est le joker. C'est lui qui sort la carte face cachée. Il est le joker.
C'est ce joker-là qui permet de s'en sortir, de régler la situation. Exactement comme dans Black Panther. Là, dans Black Panther, c'était même un blanc pur caucasien. Là-bas, on a mis un métis. On a mis un métis. Il faut éviter ça. Il faut qu'on évite de tomber dans leur piège-là. Donc, voilà une réaction à chaud que j'ai fait du film. J'espère que vous l'avez apprécié. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Un like. C'est beau les likes. J'espère que vous avez pris le temps vraiment d'écouter la vidéo jusqu'à la fin avant de descendre en commentaire. Surtout pour les remarques et les réflexions. J'espère vraiment que vous avez pris le temps d'arriver jusqu'à la fin. Parce que je vais couder un jour quelqu'un comme ça. Non, je ne vais pas couder. Là, vous êtes derrière l'écran. Alors, merci. J'ai très faim. J'ai faim, donc je vais aller manger au TEP et on se voit dans une prochaine vidéo.